Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir avec Clara Henry à cet atelier alimentation et agriculture. J'en profite tout de suite pour remercier le campus éducatif de nous accueillir dans vos très beaux locaux avec des magnifiques chaises qui vont parfaitement avec la charte graphique de Capitale Verte, donc on est enchantés. Donc vous êtes ici, c'est un atelier thématique. C'est dans le cadre de Capitale Verte de l'Europe. On en fait tous les mois. Donc le mois dernier, c'était sur la mobilité. Le prochain, ce sera sur les déchets. Vous pouvez déjà noter la date, c'est le 17 novembre. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation et l'agriculture. Avant de vous parler de ça, peut-être qu'il y en a qui sont encore un peu novices sur Capitale Verte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a Capitale Verte? C'est la première fois que vous venez à un événement ou pas du tout? Tout le monde connaît Capitale Verte? Que des habitués. Wow. Ok, bon bah j'avais prévu de vous le représenter en 2 minutes, mais je pense que c'est pas la peine. Donc voilà, vous savez qu'on a été choisi pour un an, donc on a un an d'événements sur l'environnement et sur le social qui se passe sur le territoire. On a mis 2 événements en avant que Clara va vous présenter. Voilà, donc Capitale Verte, comme vous le savez, donc d'une part, on fait en sorte que les acteurs du territoire qui ont des projets pour les transitions environnementales aient plus de visibilité. On essaye aussi d'impulser les entreprises, les associations du territoire à faire plus, à s'engager plus dans les transitions sur toute l'année. Et ça passe donc par les défis, ce que va vous présenter Hélène après et ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi par de la programmation avec des événements qui se passent sur le territoire toute l'année. Et donc là, on en a sélectionné 2 qui pourraient vous intéresser. Alors déjà, bon, bien sûr, quelque chose qui nous concerne particulièrement, la cérémonie de désignation. Donc, en fait, Capitale Verte européenne, aujourd'hui et demain, l'intérêt, ça va être de désigner la future Capitale Verte, alors celle de 2024, puisque celle de 2023, on sait déjà qui c'est, ça sera Tallinn en Estonie. Et donc pour désigner la Capitale Verte 2024, et ça sera l'occasion d'avoir 2 jours d'exposition au Palais des Sports, donc les 27 et 28 octobre. Donc tout le monde est le bienvenu, c'est un événement gratuit et vous pouvez aussi avoir des visites guidées si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, il faut faire un mail, vous avez toutes les informations, on vous enverra le diapo après, donc vous pourrez aller directement sur la billetterie si ça vous intéresse. Et puis un autre événement intéressant, c'est en lien avec l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est Terre Vivante, qui est un centre écologique à Mainz, dans le Trièves, qui va faire toute une série de conférences sur l'agriculture en particulier. Donc vous avez les dates, et puis ici, ça sera au 15 rue Gustave Flaubert, au bar Radi, qui est une asso qui vient d'ouvrir, qui fait de l'agriculture urbaine, justement, peut-être que ça vous parle. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'agriculture urbaine, vous pourrez vous y rendre en octobre, novembre et décembre. Et on vous encourage à regarder ce programme. Donc on vient de publier, c'est le programme d'automne. Donc là, vous avez tous les événements d'octobre à décembre qui sont portés en grande majorité par les acteurs du territoire. Donc que ce soit des compagnies de théâtre, des institutions, par les communes, les entreprises. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet, mais sinon on vous en a mis sur les tables, donc n'hésitez pas à repartir avec. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je rappelle l'intérêt de l'atelier et puis les petites règles quand même. Donc l'objectif, c'est à la fois de vous inspirer de ce que font les acteurs du territoire. Là, en l'occurrence, on va avoir beaucoup de collectivités, enfin de programmes, de projets qui vont être présentés par les collectivités du territoire, donc villes, métropoles et départements de l'Isère. Trouver des ressources pour réaliser vos défis. En fait, tout ce qui va vous être présenté aujourd'hui, ce sont des leviers d'action, c'est des moyens de réaliser des défis alimentation et agriculture, donc de vous engager dans les transitions en matière d'alimentation et agriculture pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, bien sûr, répondre à vos questions si vous en avez. Les intervenants sont aussi là pour ça. Donc, l'animation sera faite par Hélène Blancard et moi-même. Les interventions, donc c'est 7 minutes par intervenant. Et puis ensuite, on a un temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention de 5 minutes maximum. Et à la fin, bien sûr, vous pouvez rester pour discuter, approfondir en dehors de notre créneau de midi 14h. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade ? Bon, on peut commencer. Donc voilà, Clara aura le rôle de timekeeper, donc pour les intervenants, on s'excuse d'avance, mais notre objectif c'est de libérer tout le monde à 14h pour plus.
Mettre puis le bas de repartir sur vos réunions, donc on sera obligé de faire ça. Alors, on va commencer tout de suite en vous parlant donc, des défis alimentation et agriculture. Hop, je vais mettre là pour les voir. Donc, le premier défi, frais de saison. Donc, les défis, Clara vous en a un peu parlé. Hein, l'objectif, c'était pas juste de se reposer sur ses lauriers parce que Grenoble était capitale verte, mais de se dire, OK, sur le territoire, on doit accélérer les transitions. Il faut que tout le monde s'engage, pas que les collectivités via les politiques publiques, mais aussi les petites et les grosses entreprises, mais aussi les citoyens, les associations. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et pour ça, on a créé une liste de défis. Donc, il y en a une 50aine que vous trouvez donc, sur cette plaquette-là. Donc ça, c'est vraiment les défis pour toutes les cibles, hein, assos, collectivités. Et vous avez cette plaquette-là qui s'appelle « Mon guide pour la planète ». Ça, c'est juste pour les citoyens. On a essayé de faire un discours un peu plus vulgarisé et on a ciblé sur les défis citoyens. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment pour nous de motiver les gens à s'engager dans des actions concrètes. Parce que les événements c'est pour sensibiliser, pour comprendre les différents enjeux climatiques et les défis c'est pour passer à l'action. Alors sur le thème alimentation et agriculture, comment passer à l'action? Donc avec le premier défi, frais de saison bio et local. Un exemple d'action, c'est bien sûr de consommer soit de saison, soit local, avec la marque Isère qui va vous être présentée juste après, dans la première intervention. Le deuxième défi, moins de viande, oui, mais de qualité locale. Donc voilà, c'est un peu revoir sa consommation de viande en la réduisant ou consommer avec de la viande qui est aussi labellisée, comme le label rouge. Le troisième défi, zéro gaspillage alimentaire. En exemple d'action, le fait que les restaurants vous proposent d'emmener vos restes dans des contenants qui sont consignés, par exemple avec d'Abba Consigne. Ou aussi, au lieu de jeter des aliments dont vous n'allez pas vous servir parce que vous partez en vacances, vous avez la possibilité de mettre dans des frigos solidaires. Donc c'est bien ce qu'on met en fait dans les plaquettes que vous avez, des listes d'actions concrètes pour dire ok, mais comment je peux faire si je veux m'engager dans un défi, qu'est-ce que je dois faire. Défi 4, restauration collective et scolaire. Voilà, toujours dans cette logique d'avoir des produits locaux, d'avoir des alternatives végétariennes qui sont proposées, de ne pas toujours mettre de la viande ou du poisson à chaque repas, et de favoriser aussi le fait maison et de limiter les produits transformés. Le défi 5, buffet officiel et repas de travail, donc là qui ne vous sera pas présenté aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on avait la possibilité d'avoir une intervention sur le Spazer, donc qui est comment mettre en place une politique d'achat responsable sur une collectivité comme la métropole. Donc ça, on pourra mettre le PowerPoint à l'intérieur, mais l'intervenant ne pouvait pas venir. Le défi 6, donc restaurant et commerce vert et tourisme durable. Donc ça, c'est un défi qu'on lance à cette cible-là, donc les restaurateurs, les commerçants, les hébergeurs, pour leur proposer un label commerce vert, restaurant vert. Donc ils vont recevoir un sticker qu'ils pourront mettre sur leur devanture. Vous pourrez les identifier ainsi. Et c'est de les encourager à accepter les contenants, à qu'ils aient bien du recyclage, que ça soit comme ici, c'est très bien fait, ou aussi le tri des déchets alimentaires. Voilà, et le dernier défi, verger, potager, tous jardiniers, donc par exemple de planter des espèces comestibles et bien sûr sans pesticides. Voilà pour quelques exemples pour vous permettre de rentrer un peu plus dans la thématique et de comprendre les défis. Et je vais appeler nos premiers intervenants. Delphine Lorrain-Etui, du département de l'Isère, qui est adjointe au chef de service agriculture et forêt, avec Lilian Varga, qui remplace Karine Berthaud, qui est chef du service agriculture, forêt, biodiversité, montagne à la métropole de Grenoble. Et j'appelle aussi Fanny Raymond, de la ville de Grenoble, qui est chargée de projet agriculture urbaine. Donc tous les trois vont intervenir sur le premier défi qui est frais de saison, bio et local. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute leurs deux interventions, puisque Delphine et Lilian vont intervenir à double voix sur le pôle agroalimentaire et ils nous expliquer ce que c'est la marque Isère. Et ensuite Fanny va nous parler de comment la ville de Grenoble accompagne les porteurs de projets pour l'agriculture urbaine, notamment avec
l'exemple des jardins détaillés. Et ensuite, on vous proposera un petit temps de questions-réponses, parce que l'objectif, c'est de vraiment, c'est pas de faire juste du descendant, on vous explique ce que font les collectivités, mais c'est que vous pouvez questionner les intervenants. Donc on prendra toutes les questions après les deux interventions. C'est moi qui fais passer les slides, donc si je réagis pas assez vite, vous me faites un petit. Et si vous dépassez le temps, on vous fera aussi plein de signes. D'accord. Allez. Donc oui, bonjour à tous. Donc on s'est réparti les choses. Je vais vous présenter l'origine du pôle agroalimentaire de l'Isère et Delphine présentera plus spécifiquement la marque. Donc sur le point de départ, la raison pour laquelle on a créé conjointement le pôle agroalimentaire, c'est parti en fait d'une crise qui était pour majorité la crise des éleveurs laitiers il y a 5-6 ans. Qui a alerté le département qui gère les aides d'urgence sociale aux agriculteurs, qui voyaient les chiffres du RSA monter en flèche chez ces agriculteurs-là. Et nous, de notre côté plutôt collectivité, donc au départ, il y avait évidemment la métropole de Grenoble dont je fais partie, mais il y avait également le Pays Voironnais et le Grésivaudan, qui étaient les 3 premières collectivités qui ont très vite été rejointes par... Borpère, je ne sais plus le nom de... Entrebièvre-et-Rhône, voilà. Donc c'était les 4 collectivités qui s'étaient intéressées à ça. On avait, nous, de côté collectivité, la volonté de pouvoir créer des filières territoriales et de reterritorialiser l'approvisionnement alimentaire des habitants de nos territoires, en partant du principe que nos exploitations agricoles n'étaient pas taillées pour se battre sur le marché national, européen, mondial, et qu'elles avaient beaucoup développé d'activités sur les circuits courts, mais que sur les circuits courts, on touchait en réalité que des marchés de niche, donc peu d'habitants. Et du coup, si on voulait massifier une production, une consommation locale et une consommation locale des produits qui étaient élaborés localement, il fallait inventer c'est un peu ces systèmes alimentaires du milieu. Ça a été théorisé ensuite dans un programme pour et sur le développement rural, mais l'idée c'était bien ça, c'était de créer en fait des réseaux d'acteurs, du producteur au transformateur, au distributeur jusqu'au consommateur, pour pouvoir faire en sorte que les agriculteurs puissent diffuser leurs produits localement et les consommateurs les trouver facilement. Donc l'idée de ce pôle agroalimentaire, ça a été justement de regrouper tous les acteurs de la chaîne. Et donc, on a travaillé avec les chambres d'agriculture, chambres des métiers, chambres de commerce, donc tous les consulaires, pour mettre en place un lieu d'échange, un lieu d'élaboration d'une stratégie aussi, parce qu'il faut élaborer une stratégie, et un lieu qui nous permette aussi de mobiliser les moyens à la fois du département, des collectivités, mais aussi des chambres, à la fois les moyens techniques, humains, et puis je dirais même les moyens de conviction en fait, qu'on pouvait avoir pour entraîner l'ensemble des acteurs du territoire au sens large, parce que l'échelle du pôle agroalimentaire, c'est une échelle départementale, pour qu'on puisse engager tout le monde dans cette démarche. Le but du jeu, ça a été de mettre en place des temps de définition stratégique de quelles étaient les filières qui étaient déjà prêtes à pouvoir rentrer dans ce type de démarche, celles qui étaient encore faibles et celles pour lesquelles il fallait tout créer et quasiment partir de zéro, donc pour pouvoir créer ces logiques de filières territoriales. Et ensuite de voir comment on pouvait, une fois qu'on avait trouvé qui étaient les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, rentrer dans une logique de valorisation et de promotion au niveau local auprès des habitants du territoire. Et là, on rentre dans la logique de la marque Isère. Donc, je te laisse la parole. Merci Lilian. Oui, parce qu'il faut pouvoir identifier ces produits qui viennent du territoire. Et donc l'idée de cette marque qui s'appelle Isère, vous voyez comme ça c'est pas très difficile à retenir, même s'il y a un H au milieu,
C'est un peu un truc anglo-saxon, mais qu'on a un peu oublié après. On dit Isère plutôt que Isir. Ouais. Et donc cette marque permet d'identifier clairement les produits qui sont issus de notre terroir local, c'est-à-dire là vraiment on est à l'échelle du département. Il faut que ce soit produit, élevé, cultivé en Isère. Transformés aussi en Isère dans le cas des produits transformés dans lesquels on tolère aussi une marge de produits qui ne sont pas isérois, le sucre par exemple, l'huile, etc. C'est plus compliqué. Faut que ce soit aussi des produits sur lesquels il y a une juste rémunération du producteur, puisque comme le disait Lilian précédemment, c'était vraiment l'idée que les agriculteurs isérois vivent mieux de leur travail. Donc ce côté équitable, ça passe tout simplement par le fait qu'il n'y a pas de négociation sur le prix que le producteur estime lui revenir du fruit de son travail. Et puis une marque responsable, donc c'est soit des produits bio, soit des produits qui sont déjà à haute valeur environnementale, HVE, ou qui sont en train de le devenir. En tout cas, c'était le programme sur 2021-2022 pour les produits Isère. Et donc concrètement aujourd'hui, ça fédère 172, on peut passer à la... Voilà, c'est très bien. 172 producteurs qui sont agréés, puisqu'il y a des comités d'agrément plusieurs fois par an où les artisans ou les agriculteurs viennent présenter leur dossier. Et ça fait plus de 1600 références de produits différents. Qui sont estampillés avec ce petit macaron. Le logo a changé de look l'année dernière pour être plus identifiable, et avec ce qu'on appelle les 3 promesses de la marque qui sont écrites dans le macaron noir: local, éthique et responsable. Et l'objectif donc c'est d'être reconnu par les consommateurs et déclencher l'achat. Ça peut être des produits qui sont un peu plus chers évidemment que les produits de base. Mais le fait d'acheter local et avec ces valeurs-là, ça peut quand même séduire une clientèle. Et alors au niveau du pôle, il y a maintenant un directeur et 2 commerciaux qui sont chargés du déploiement de cette marque. Et puis et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une des commerciales qui est spécialisée dans des grandes et moyennes surfaces, donc qui va démarcher les directeurs de magasins pour pouvoir placer les produits Isère dans les rayons. Vous avez peut-être déjà vu notamment le lait Isère, les œufs, ensuite on trouve des bières, des confitures, etc. Des produits carnés aussi. Il y a un deuxième commercial qui est chargé des commerces de proximité. Et puis il y a aussi de la vente aux particuliers par le biais de box, un peu de box cadeaux. Ça peut passer par des comités d'entreprise. On termine. Alors il reste juste quelques photos sur la diapo d'après pour vous montrer des corners en grande surface, en commerce de proximité. Dans les centres-villes, la livraison des produits Isère se fait à vélo. Et puis, il y aura notamment un chalet avec les produits Isère sur le marché de Noël de Grenoble pour ceux qui chercheraient des cadeaux à faire pour leurs proches dans quelques mois. Et puis, on termine avec la dernière diapo qui nous donne les contacts. Vous pouvez aller tout voir sur le site nosproduits-isère.fr. Et puis, un email contact@PAA comme pôle agroalimentaire 38 comme Isère. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à Fanny. Alors moi, je vais vous emmener dans un milieu un petit peu plus urbain, puisque j'ai récemment été employée à la ville de Grenoble en tant que chargée de projet agriculture urbaine. Et ma mission... c'est de favoriser, faciliter du moins l'accompagnement des porteurs de projets en agriculture urbaine qui souhaitent se lancer sur le territoire. Donc déjà, pour commencer, l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est un domaine assez large qui va de l'agriculture citoyenne, donc que vous connaissez peut-être un peu plus avec tout ce qui est jardins partagés, jardins familiaux, etc., à l'agriculture servicielle. Donc là, il y a une petite photo des moutons de la ville de Grenoble qui pâturent à la Bastille. Donc en fait, c'est ce qui permet de rendre des services, donc là ici de moins tondre et de garder des milieux ouverts par le biais de l'agriculture. Et moi, je travaille sur ce qu'on appelle l'agriculture plus professionnelle. Donc là aussi, c'est très varié. Ça peut être des fermes, des micro-fermes assez productives, ou alors des fermes plus pédagogiques, ouvertes sur les quartiers, etc. Ou des modèles hybrides entre les deux.
Et donc vous allez me dire, mais quelle mouche a piqué les élus de vouloir mettre des fermes en ville, alors que c'est vrai que Grenoble, c'est une ville qui est coincée entre Beldonne, la Chartreuse, le Vercors, et qu'à quelques kilomètres, on a des belles plaines alluviales très fertiles. Donc en fait initialement c'est parti d'une demande citoyenne, donc il y a eu la sollicitation d'habitants ou de porteurs de projets qui souhaitent s'installer en ville. Et donc c'est vrai que là il y a eu de la part des élus une étude de cette demande et ça répond en fait à un besoin dans le sens où d'une part les urbains n'ont pas tous la volonté de s'installer en milieu rural puisque quand on a vécu en ville toute sa vie, on ne veut pas forcément s'installer dans un hameau de 200 habitants et aussi, surtout, on n'en a pas forcément les moyens puisque quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est toujours, on connaît les problèmes de succession des fermes, etc. Donc il y a eu en deuxième temps un temps de validation politique, donc là avec une définition de modalités d'aide. Est-ce qu'on aide tous les types de porteurs de projets ou seulement certaines catégories. Donc là, par exemple, Grenoble est plus parti sur des modèles low-tech qui fait une grande part au végétal, dans le respect de l'environnement. Et ensuite, on est passé, après l'allocation d'un budget dédié, à la validation, à la concrétisation technique. Donc là, qui passait par la recherche de foncier. Donc c'était un peu rechercher une aiguille d'une botte de foin, puisque en milieu urbain, c'est difficile d'installer une ferme, même si c'est sur des micro-espaces. Et donc là, en fait, il s'est avéré que derrière le centre horticole de la ville de Grenoble, il y a une prairie d'un peu plus d'1 hectare. Et donc, il y a eu des études de faisabilité qui ont été faites par l'ADABio et la Chambre d'agriculture notamment pour voir si c'était possible d'installer un premier agriculteur urbain à cet endroit-là. Et donc, quelques mois plus tard, les jardins détaillés sont nés et les premiers légumes ont poussé. Donc c'est du maraîchage bio, donc sur 1,38 hectares, et où ils produisent légumes, œufs principalement. Ils vendent surtout au quartier, donc, ou en panier à MAP. Et donc ça permet d'employer, d'avoir une GAEC de 2 associés et avec des employés aussi saisonniers. Pardon. Et il y a une grande attention qui a été portée lors de la contractualisation avec un bail rural entre la ville qui met à disposition ce terrain à l'agriculteur, à tout ce qui est clause environnementale, et aussi lors de la viabilisation du terrain, il y a par exemple 2 mares qui ont été créées, des arbres têtards. Voilà, je ne sais pas si on pourra rentrer dans les détails si ça vous intéresse après au moment des questions. Et ce qui posait problème aux élus, c'est que en fait, quand ils ont fait l'appel à candidature lors de la proposition de ce premier terrain, il y a plusieurs candidats qui les ont intéressés, dont le projet de 1000 pouces, qui est en fait là beaucoup plus axé sur le volet insertion par l'agriculture. Donc c'est une ferme qui emploie 3 personnes en réinsertion professionnelle, par le biais de la commercialisation de micro-pousses, notamment à destination des restaurateurs. Donc là, c'est pareil, il y a de nouveau une recherche de foncier qui a été faite, et cette fois, c'était un petit peu un concours d'opportunités et de circonstances qui a fait que le projet a pu atterrir sur une surface, cette fois-ci bien plus réduite, donc de 2600 mètres carrés seulement, dans un parc derrière le lycée hôtelier Lesdiguières, qui allait repartir en gestion au conseil régional, et donc la ville a saisi cette opportunité pour installer ce projet. Et donc là, il y a une petite partie aussi en maraîchage pour tout ce qui est vente aussi en direct aux habitants. Et il y a sur les données environnementales, donc tout à l'heure je vous parlais des clauses environnementales pour les jardins détaillés, et là il y a aussi tout un aspect de sobriété énergétique qui a été beaucoup travaillé, avec notamment une serre bioclimatique qui a été conceptualisée en partenariat avec le CEREMA. Donc ils ont toute une gestion aussi de l'eau très économe, en circuit fermé, etc. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On cherche de nouveaux sites pour installer des porteurs de projets. Donc cette fois-ci, on se lance dans des défis un petit peu plus audacieux. Donc pourquoi pas en toiture, en milieu obscur, etc. Et il y a une volonté maintenant de rédiger une stratégie pour organiser un petit peu ce mouvement qu'est l'agriculture urbaine à Grenoble, et
donner une ligne directrice à cette dynamique et surtout à tous les acteurs du territoire, puisque en fait c'est un milieu qui est vraiment très actif à Grenoble. On le voit, tout à l'heure on a parlé notamment du bar Radis qui vient d'ouvrir avec l'association Cultivons nos toits. Il y a Brin de Grelinette qui fait beaucoup d'activités aussi auprès des habitants, et on voit que c'est un mouvement assez protéiforme et qui est en tout cas qui doit être pensé aussi surtout en relation avec la campagne, puisque ça ne se pense pas indépendamment les uns des autres. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions... Merci beaucoup Fanny. Oui, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de prendre toutes les questions qui sont en lien avec nos 3 intervenants et donc avec le défi 10.1, donc frais de saison et local. Donc allez-y, on a quelques minutes pour les questions. Et je vous invite à vous présenter quand vous donnez votre nom prénom, mais aussi la structure de laquelle vous venez. Et si vous êtes citoyen, je veux dire que vous êtes citoyen, mais allez. Bonjour, Frédéric Larouche, je suis la responsable du service alimentation à la ville de Grenoble. Je voulais savoir sur la marque Isère, est-ce que vous envisagez de faire en sorte de pouvoir rentrer cette marque dans le processus EGalim de façon à ce qu'on puisse les intégrer dans les... On aimerait bien. Peut-être juste un rappel de ce qu'est le processus EGalim s'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, il y a une loi qui nous impose d'avoir un certain pourcentage de produits de qualité dans les menus de la restauration scolaire, que ce soit la qualité au sens des labels bio, comme des labels rouges, des labels haute valeur environnementale. Donc on a un certain pourcentage à respecter et on doit vérifier que nos produits sont labellisés pour répondre au pourcentage et se conformer à la norme. L'objectif des produits Isère, parce que j'avais dit un peu tout à l'heure, soit c'est des produits bio, donc dans ce cas-là ils rentrent dans la loi EGalim, soit théoriquement d'ici l'an prochain ils devraient tous être certifiés HVE. Donc c'est par ce biais-là en fait qu'ils pourront être intégrés dans les quotas EGalim. Oui, les différents citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou en vue sur l'agriculture urbaine actuellement? Alors il y a un projet justement plutôt porté par la métropole sur le secteur Grande Alpes, donc qui se situe derrière Grand Place. Le long de l'avenue d'Innsbruck. Ça, et puis après, à l'échelle métropolitaine, il y a un certain nombre de communes aussi. Il y a Pont-de-Claix, il y a Jarry, qui ont des projets de ferme communale un peu sur le même schéma que ce que la ville de Grenoble a pu déployer. Et côté métropole, justement, une des questions à laquelle nous sommes confrontés, c'est très peu de foncier, pas mal de porteurs de projets, mais assez peu professionnalisés en vérité. Et du coup, du point de vue des politiques publiques, on ne sait pas trop comment accompagner ce mouvement assez touffu, assez divers. Et donc on a, avec l'aide de France Relance, une étude dont la première partie est ce que vous a présenté Fanny, qui va être conduite à l'échelle globale de la métropole en 2023 pour justement définir une stratégie pour qu'on sache quel type d'agriculture urbaine est adapté à notre territoire. Éviter aussi d'accompagner et de créer par nous-mêmes des concurrences, parce que par exemple Mille Pousses est une ferme d'insertion. On sait que l'État limite les postes d'insertion et qu'en clair, si on crée des nouvelles fermes d'insertion, on nous demandera de retirer les postes ailleurs. Donc on ne va pas non plus se tirer nous-mêmes une balle dans le pied, hein. Donc il y a une vraie stratégie à poser par rapport à ça. Mais la problématique majeure reste celle du foncier. Bonjour, Cathy Marin, des Shifters. En fait, il y a une espèce d'engouement aussi pour les jardins forêts comestibles. Et je me demandais s'il y avait aussi une stratégie de Grenoble. Moi, quand je passe, je vais au parc Hoche, je trouve que ça serait un bon lieu justement pour dynamiser un peu le quartier, une fois le quartier a problème, et de faire intervenir aussi les écoles à travers un jardin forêt comestible.
Alors je peux peut-être laisser Christine Simoin se rebondir là-dessus parce qu'elle gère Oui, n'hésitez pas à parler fort parce qu'en plus l'atelier est filmé. Christine, sinon tu peux... Du coup, Je posais la question sur est-ce qu'il y a une stratégie aussi sur des jardins forêts comestibles en ville. Et entre autres, je me disais qu'à Auch, le parc Auch, qui est, je trouve qu'il est un peu triste tel qu'il est aujourd'hui. C'est un quartier un peu difficile et je me disais que ça pourrait être quelque chose pour dynamiser ce quartier. Dans le cadre de l'étude en fait, qui est en cours sur la stratégie d'agriculture urbaine à Grenoble, on est parti justement des questions qui sont posées, auxquelles on n'a pas forcément répondu. Donc il y a deux choses, il y a des petites expériences, c'est-à-dire que dans nos équipes, nos jardiniers, dans les espaces verts, ils ont déjà mis en place des jardins, et les habitants peuvent venir ramasser s'ils le souhaitent. Il y en a un par exemple au parc Bachelard. Il y a des initiatives d'habitants, par exemple au parc Paul Mistral, avec Incroyable Comestible, où ce sont, voilà, il n'y a pas de comestible, mais c'est Incroyable Mistral. On avait une année, je crois que c'était en 2014, on avait en fait à la place des fleurs, on avait mis en place des plantes qui étaient comestibles. Donc ça, cette stratégie-là, il faut qu'on la réfléchisse. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a surtout travaillé sur l'agriculture professionnelle, mais voilà, ça fait partie des questions, des choses qu'on peut déployer. Après, il y a beaucoup de vergers qui ont été mis en place par... Vergers portés par l'habitant et aussi arbres fruitiers qui sont maintenant implantés dans toute la ville et l'opération en cours qui s'appelle don d'arbres pour les particuliers ou les entreprises, on leur donne en fait des arbres fruitiers. Après, à eux de les tailler, etc. Et en complément sur l'espace public, alors là on est à l'échelle métropolitaine, mais dont la ville de Grenoble évidemment, il y a ce qu'on appelle le plan canopé, donc qui est avec un objectif à court long moyen terme de réimplantation de surfaces végétalisées et de dévégétalisation et de désimperméabilisation de surfaces imperméables. Et dans le cadre du plan canopé, un des objectifs, c'est dans l'implantation de nouveaux végétaux, c'est d'implanter des végétaux à caractère alimentaire, c'est-à-dire pas uniquement de l'arbre d'ornement, mais aussi des arbres fruitiers, fruits à coque, parce que ça fait partie des choses aussi qui sont utiles pour la biodiversité. Donc il y a un double objectif visé, qui est la réimplantation d'espaces de nature en ville, et aussi pour lutter contre les points chauds et recréer des choses comme ça. Et voilà. Et puis tu vas me parler d'un arbre, un habitant. Voilà, c'est ça. On va dézoomer encore un peu plus pour passer à l'échelle départementale, mais ça concerne toujours aussi un peu Grenoble. Donc le projet du département s'appelle Un arbre, un habitant. Il est complémentaire du plan canopé de la métropole, puisque l'objectif c'est donc de planter un arbre par habitant en Isère, plus ou moins, d'ici 2028. Et donc il y a différents axes. Il y aura beaucoup d'arbres qui seront plutôt plantés en forêt, parce que bon, ça coûte très cher de planter des arbres en ville. Mais il y a une enveloppe de 2 millions d'euros qui est dédiée à un axe qu'on a appelé cadre de vie et qui est justement pour planter des arbres en milieu urbain. Et ça peut être de la végétalisation de places, de cours d'école, des vergers aussi. Donc c'est aussi une possibilité, sachant que c'est une enveloppe limitée à 20 000 euros pour une commune par an. Donc voilà, il faut qu'elle choisisse le projet qu'elle va déposer dans ce cadre-là. Mais ça va être voté. Madame la conseillère départementale, Marie Questiot, est là. Donc vendredi, ce sera normalement voté par les élus en séance publique. C'est consensuel ce genre de choses. Voilà, exactement. Enfin bon, après, la répartition des enveloppes et les choix d'essence, etc. peuvent Merci la beaucoup. discussion. Je suis désolée s'il y a d'autres questions, on pourrait continuer de les poser après, mais là il faut qu'on avance un petit peu sur les interventions. Donc Fanny et Delphine, merci, je vous invite à retourner dans la salle. En revanche, Lilian, on va enchaîner avec une autre intervention avec vous. On passe au défi 10.7, on fera les autres ensuite pour simplement des raisons de calendrier personnel de chacun des intervenants. Donc le défi 10.7, verger et potager, tous jardiniers. Et donc Clémence et Lilian vont faire une intervention à deux voix sur les appels à projets à destination des agriculteurs professionnels et amateurs. Donc je vous laisse continuer. Et ben moi je vais me présenter puisque je ne suis pas intervenue à l'atelier d'avant. Donc je suis Clémence Aubert. Je suis depuis un mois chargée de mission agriculture donc à Grenoble Alpes Métropole.
Et mon rôle, c'est d'accompagner le monde agricole, alors l'agriculture urbaine et plus rurale. On va faire une présentation à 2 voix, une petite présentation de l'agriculture sur la métropole, parce qu'il n'y a pas que Grenoble, on a aussi des territoires périurbains avec un monde agricole assez riche. Et après, on vous fera la présentation des 4 appels à projets qu'on a, donc des soutiens qu'on peut apporter aux agriculteurs périurbains, enfin professionnels et amateurs sur la métropole. Je vais essayer. La présentation du territoire. Allez. Je fais les appels à projets. Allez. Nickel. Donc en fait, l'idée du territoire métropolitain, l'idée qu'on a du territoire métropolitain est souvent une fausse idée. À se dire que c'est un territoire qui est extrêmement urbain, très artificialisé, etc. Ce qui est faux. Parce qu'en réalité, depuis l'extension du périmètre de la métropole à 49 communes, on a en réalité une métropole qui est assez rurale. Et pour tout dire, on a une métropole qui est surtout très forestière, puisqu'on a à peu près 57% du territoire qui est un territoire forestier. Mais on a quand même un territoire agricole conséquent, autour de 10 000 hectares, dont 8 200 hectares qui sont gérés par des exploitants professionnels. Donc, grosso modo, 250 agriculteurs sur un peu plus de 200 exploitations. Ça bouge au gré de la création et du départ à la retraite des agriculteurs. Mais grosso modo, depuis une dizaine d'années, on se maintient autour de cette jauge-là. Avec là aussi des fois une idée assez fausse de la réalité des exploitations du territoire. Beaucoup pensent qu'on est sur des exploitations qui sont essentiellement maraîchères, de culture de proximité, ce qui est faux. On a à peu près 70% des exploitations qui ont une activité d'élevage, parce qu'on a quand même beaucoup de coteaux dans la métropole. À peu près un tiers des surfaces ont plus de 30% de pente. Donc quand vous avez plus de 30% de pente, c'est difficile de faire autre chose que de l'élevage. Donc voilà, on est dans un territoire qui a cette tonalité-là. Et ce qui fait que en fait, c'est un territoire qui est évidemment éminemment consommateur, avec 450 000 habitants, mais qui est aussi producteur, modestement. Mais il y a autant d'agriculteurs dans la métropole que dans Trièves, par exemple. Donc il y en a plus que dans la Matésine. Donc voilà, c'est pas le même type nécessairement d'agriculture, mais c'est aussi, c'est pas avec ces agriculteurs-là qu'on nourrira la métropole, c'est une évidence, mais ça nous amène quand même à réfléchir et à penser aussi le cadre de vie, l'organisation du territoire et à construire des filières de proximité avec les agriculteurs du territoire et au-delà. Donc ça, je ne vais pas déflorer ce qui va être dit sur le PAIT tout à l'heure, parce que c'est l'idée de travailler à différentes échelles de territoire. Mais voilà, donc nous, on a aussi à s'intéresser à notre agriculture et pas seulement qu'à la consommation des produits. Donc notre agriculture, on l'accompagne et ça, c'est ce que va vous présenter Clémence. Alors, on l'accompagne sur plusieurs thématiques, plusieurs axes, mais là, je vais présenter les appels à projets. Voilà, depuis que je suis en poste, donc ça fait un mois, j'ai eu par mail différents agriculteurs qui voulaient s'installer. C'est vrai qu'il y a une dynamique actuellement de l'installation d'agriculture, alors plutôt une agriculture maraîchère, des personnes en reconversion. Donc la métropole, dans sa politique, a une enveloppe pour soutenir l'installation des agriculteurs sur notre territoire. Donc on a cette enveloppe qui peut être allouée. Donc si parmi vous il y a des vocations sur l'agriculture, si vous trouvez un terrain, bien entendu, on peut vous aider là-dessus. On a aussi 2 autres soutiens donc pour des agriculteurs installés. C'est un soutien sur des mesures agro-environnementales, c'est-à-dire on soutient aussi une agriculture à qualité environnementale, on soutient la création de haies, la création de mares, la rotation des cultures aussi, enfin voilà, tout ce qui est
investissement, parce que c'est des aides à l'investissement, ces mesures agri-environnementales pour avoir voilà, une agriculture qui préserve la biodiversité sur notre territoire. On a une deuxième aussi appel à projet et aide pour des agriculteurs installés, c'est le développement des circuits courts. Donc c'est pour aider les agriculteurs en circuit court à vendre leurs produits sur le territoire, sur les marchés, mettre en place un petit magasin de vente directe avec les particuliers. Donc pareil, c'est de l'investissement, donc ça peut être un barnum, ça peut être des pesons, enfin voilà, c'est des balances pour les aider à investir pour faire cette vente directe. Donc voilà, on a une enveloppe allouée chaque année sur ce volet soutien à l'agriculture qu'on bonifie pour des agriculteurs qui sont labellisés bio. Voilà, donc, et ces investissements, ils nous envoient très facilement un appel à participation. C'est pas très lourd, on n'est pas la chambre d'agriculture, c'est pas le soutien voilà, que demande à l'installation, mais voilà, c'est une aide un peu qui permet de lancer des projets d'agriculture aussi pour des personnes aussi qui sont en double activité, parce qu'on voit aussi de plus en plus se développer ça. Donc on a environ 12 exploitations qu'on aide par an. Voilà, donc on a depuis le début du dispositif aidé une centaine d'exploitations sur le territoire. Voilà là-dessus. 2 minutes. 1 minute. Et donc le soutien, donc c'est plus en lien aussi au projet d'agriculture urbaine qu'a présenté Fanny. Là, on a un soutien pour les associations qui souhaitent créer des jardins, des jardins et des ruchers partagés. Donc on sait qu'un jardin, on en parlera tout à l'heure, mais par rapport à l'alimentation, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu où on découvre le légume, c'est un lieu voilà, où on a un peu de verdure, où on désimperméabilise. Donc pareil, dans notre politique métropolitaine de soutien à une agriculture respectueuse, nourricière, à l'éducation aussi, à tâter la terre. C'est important de soutenir ces initiatives. Donc c'est pareil, on a donc sur des investissements, donc pioche, râteau, cabanon, voilà, un soutien de l'ordre de 60% de la dépense faite par des associations. Donc on soutient des associations. Donc voilà, par rapport au début du dispositif, pareil, on a soutenu déjà pas mal de création de jardins collectifs. On en voit fleurir un peu partout, au pied des immeubles. Et du coup, je lance le défi pour des associations qui voudraient créer leur jardin ou des copropriétés aussi. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas que les associations, c'est des projets collectifs. Ouais. Donc c'est éligible aux copropriétés. On a aidé aussi, par exemple, des groupements d'étudiants pour créer des bacs de jardinage. On a fait pas mal de choses de ce type-là. Des collectifs, quand même. Il faut que ce soit collectif, ouais. Voilà. Si vous avez des questions, on a le temps de prendre 3 questions rapides ou 2 questions longues. Oui, je viens en Catherine Giraud pour la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux de l'ISEG. Je voulais souligner en fait le rôle que peut avoir l'agriculture dans la préservation de la biodiversité. On la cite très souvent, pas dans notre région forcément, mais dans les grandes régions, par exemple céréalières, on sait que ce sont devenus des déserts complets pour la biodiversité. Et par contre, en fait, une agriculture qui, quand elle est vraiment insérée dans un territoire, peut être vraiment un vrai vecteur et social, et donc pour la qualité des produits, mais également un vecteur de conservation et de préservation de la biodiversité. C'est vrai qu'une agriculture locale, une agriculture biologique, elle a besoin aussi d'un milieu équilibré. C'est justement ce milieu équilibré
permettre que l'agriculture biologique puisse se passer de tous les intrants chimiques, parce qu'il y a en effet des auxiliaires de culture qui sont là, qui sont présents dans les milieux environnants. Donc c'est super important de considérer aussi cette valeur. On pense souvent à l'alimentation, à la santé, donc par rapport au humain, mais par rapport au reste du vivant, c'est vraiment très très important de considérer que ce sont aussi nos voisins, hein, c'est bien l'exposition du muséum, hein, nos voisins vivants. Donc considérer que c'est aussi des milieux pour eux et qu'en plus on peut en profiter de leur présence et de leur action. Concrètement là-dessus, par exemple, on a des exploitations du territoire qui sont labellisées refuge LPO et dans le cadre de l'appel à projet, on a pu financer des petits aménagements d'implantation de haies, de nichoirs, enfin voilà, pour que l'exploitation soit labellisée refuge LPO. Donc c'est intéressant d'avoir à la fois la connaissance et l'expertise que peut amener la LPO, et puis l'expertise des agriculteurs, hein, parce que ils connaissent bien aussi le monde du vivant. Donc, et puis nous, on arrive et on met les 4 sous qui sont nécessaires pour pouvoir travailler et réaliser des aménagements qui tiennent dans la durée, quoi. Encore le temps pour une question. Super clair. Voilà, hyper clair. Merci beaucoup. Merci. Alors, on invite Christine Auriol et Feriana Navarro à nous rejoindre. On va commencer par Christine de la Métropole, qui est chargée de mission PAIT, donc le projet alimentaire interterritorial, qui va nous expliquer ce qui se cache derrière cet acronyme. Et ensuite, Feriana Navarro nous expliquera la nouvelle politique lancée par la ville de Grenoble sur les alternatives végétariennes proposées aux écoles. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Christine Auriol, je travaille à la Métropole comme chargée d'animation pour le projet alimentaire interterritorial et je vais vous parler un petit peu plus de ce défi manger moins mais mieux de viande. Et dans ce cadre-là, je vais d'abord recommencer sur ce qu'est le PAIT. Donc c'est un cadre de coopération qui regroupe 12 partenaires, essentiellement des collectivités mais aussi les parcs naturels régionaux qui nous entourent, ainsi donc que la ville de Grenoble et puis d'autres partenaires qui représentent la société civile. Le PAIT, il est labellisé PAT, Projet Alimentaire Territorial, depuis septembre 2020. Ça, c'est un label que le ministère de l'Agriculture donne à des territoires, des Comcom, etc., des départements. Le département de l'Isère est aussi labellisé PAT, qui souhaitent travailler à la cohérence de leur politique agricole et alimentaire. Souvent, on travaillait beaucoup sur les politiques agricoles et on s'est dit que c'était une bonne idée de les lier pour qu'on mange aussi au plus près de là où c'est produit. Donc le PAIT, il travaille sur pas mal de thématiques, dont l'accompagnement au changement de comportement alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi sur le mois de la transition alimentaire, et on en parlera un petit peu plus après, qui est lié cette année au mois de l'alimentation, qui a lieu là au mois d'octobre. Mais je voulais surtout vous parler du travail de prospective qui a été réalisé en 2022 par les partenaires du PAIT en lien avec un groupe de concertation, donc à l'échelle de tout ce bassin-là. Et dans ce travail de prospective, on a essayé de réfléchir à quel était le scénario durable pour 2050. Qu'est-ce qu'il nous est important de mettre en place? Quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre pour 2050? Donc on a été accompagné par un bureau d'études qui est Solagro, qui est spécialisé dans la projection aussi de ces systèmes agricoles et alimentaires. Je vais passer assez rapidement. Et ce à quoi on est arrivé, donc ce sont des objectifs qui ont été fixés par le groupe de concertation, donc qui rassemblait des socioprofessionnels, des personnes représentantes des syndicats agricoles, aussi des personnes représentantes de la société civile. Et on a identifié 4 grandes thématiques en posant des objectifs notamment sur les productions végétales. Donc il y a un objectif qui a été posé d'arriver à 70% de surface agricole en bio d'ici 2050, par exemple. Et concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le levier de l'assiette, c'est-à-dire comment on souhaite que la population du PAIT mange à 2050, les objectifs qui ont été fixés, c'est d'arriver à 60% de flexitariens, donc 3 fois de la viande par semaine,
10% de la population qui continue de manger, enfin ce qu'on appelle les gros mangeurs de viande, donc on considère que c'est 175 grammes de viande par personne et par jour, et puis d'avoir 30% de la population qui deviennent végétariennes, végétaliennes. Et ça, c'est la composition de l'assiette qui fait que notre système devient durable. Donc ça, ce sont nos objectifs 2050. Quand on regarde ce qu'on fait, on peut passer à la slide suivante, au niveau du PAIT, on travaille collectivement, donc là il y a certains des partenaires, il y a Angèle de la ville de Grenoble, etc., sur des actions, dont une fait un focus particulier sur comment on incite la population à changer de comportement alimentaire. Et donc depuis déjà, c'est la 3e édition, donc depuis déjà 3 ans, on lance le mois de la transition alimentaire qui cette année se déroule du 23 septembre au 23 octobre, donc c'est presque fini, où on incite les associations, donc pour nous du territoire de la métropole, à proposer des animations au plus près de l'habitant pour essayer d'aller chercher la personne et qu'elle entame une réflexion sur sa manière de manger. Donc cette année, nous, au niveau de la métropole, on a proposé un atelier préparatoire au mois de juin. On appelle ça notre Living Lab, mois de la transition alimentaire. Donc certains d'entre vous étaient là, donc vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Et on souhaitait mettre l'accent, en cohérence avec ces objectifs qui ont été fixés à 2050, sur comment on va aller inciter la population à diminuer sa consommation de viande. Donc on a réfléchi en groupe, etc. Il y a plusieurs idées qui sont ressorties. Et au niveau de la métropole, on a porté plusieurs événements, dont le barbecue de demain. Peut-être que vous avez vu ça dans la programmation du mois de la transition alimentaire, où on proposait au grand public de venir au parc de l'Île d'Amour faire des brochettes. Et donc on a travaillé avec un traiteur qui cuisinait, et puis quelqu'un, un bureau de consultants, qui faisait le calcul carbone de la brochette. Et on avait des lots pour les personnes qui avaient des brochettes au poids carbone le moins important. Et donc elles pouvaient choisir entre poulet, tofu, bœuf, poivron, etc. Et puis avec un petit dessert aussi, avec un dessert au chocolat dont le poids carbone était plus important que la tarte aux pommes, par exemple. Et elle repartait avec le livret des recettes et le poids carbone correspondant. Donc on a essayé d'imaginer des actions qui amènent les gens concrètement à réfléchir au poids carbone de leur alimentation et donc à diminuer leur consommation de viande. Et ce dont on s'est rendu compte, alors on n'a pas encore fait tout à fait le bilan de cette action-là par exemple, mais c'était très, très puissant de passer par l'estomac. Ça veut dire que parfois, dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes, tu diminues ta consommation de viande parce que le poids carbone est très important, bon, c'est pas ça qui va faire que la personne change. Si elle mange du tofu, elle dit mais en fait c'est dément le tofu, j'adore ça, et bien là vous avez gagné. Et donc on s'est rendu compte que la brochette, par exemple, c'était un public assez familial, donc il y avait des enfants aussi, des petites filles, et il y a des gens qui n'avaient jamais goûté le tofu, et donc ça marchait très bien. Voilà, donc on a fait d'autres choses aussi, on a travaillé avec les clubs de foot. On s'est rendu compte que souvent, moi, la transition alimentaire, on passait par des réseaux militants. Or, pour aller toucher d'autres publics, il faut passer hors réseau militant, donc ça c'est très important. Donc club de foot aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Je vous invite on peut aller sur la slide suivante, à aller voir sur le site PAIT Transition Alimentaire qui rebrosse un peu tout ce qu'on fait et notamment avec une section plus développée sur le mois de la transition alimentaire, avec toute la programmation. Voilà, donc le défi c'était ça, manger moins mais mieux de viande. Et le défi 7 minutes quand même, hein. Présentation 7 minutes, c'est pas mal aussi. Hein. C'est un défi. C'est un vrai challenge. Merci beaucoup Christine. On enchaîne avec... Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions spécifiques pour Christine qui doit nous... Vous devez partir, hein, c'est ça Oui, plutôt. Voilà, si on peut peut-être tout de suite s'il y a des questions spécifiques pour l'intervention que vous venez d'entendre. Et sinon, ce sera des questions sur le défi 10.2 en général, donc à la fin de l'intervention de faits réels. Oui, j'ai une question super anecdotique. Est-ce qu'il y a du tofu qui est produit à Grenoble? Ce sera encore mieux au niveau du bilan carbone. On a eu des... Alors il faut quand même que le soja soit produit par là, mais le soja à Grenoble, ou sur la métropole, il n'y en a pas qui est produit à ce que je sais.
Il y a des personnes qui sont venues nous voir parce qu'elles veulent produire du tofu. Donc on n'a pas compris s'il leur fallait le soja, la cuisine ou la recette. Mais donc c'est à affiner. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui produisent du soja, au moins sur le département de l'Isère. Et donc il y a des filières qui vont se développer. Oui. Du tofu local à la bonne pioche. Merci Cathy. La bonne pioche, on peut acheter son tofu. Et qui vient d'où? Local, je ne sais pas exactement où. Je sais que dans le triade, dans le triade ils en font. On se le commander. Si je peux quand même me permettre, il n'y a jamais de solution miracle. Hein, des études sur le soja, notamment chez l'enfant, montrent qu'il faut éventuellement y aller avec parcimonie sur l'introduction du soja chez les plus jeunes. Et il y a soja et soja. Voilà. Donc, faut faire attention à quel type de soja. C'est pas forcément le soja local à privilégier. En termes de santé, je parle juste là sur l'aspect santé, parce que c'est quand même assez controversé. Le soja apporte de l'isoflavone, qui est un perturbateur endocrinien assez fort, en fait. Mais en fait, on s'aperçoit que la façon dont vous produisez le soja, plutôt la façon dont vous le transformez, lavez, séchez et ainsi de suite, si vous respectez un processus qui est clairement défini, vous pouvez obtenir un soja quasiment avec neutre en isoflavone, et donc très bon pour la santé, et très bon pour l'environnement, et très bon pour plein de choses. Mais des fois, on va vite sur le tofu et on ne sait pas le taux d'isoflavone. Et en ce moment, là, professionnels que nous sommes, on se bat pour que les fournisseurs soient obligés d'indiquer le taux d'isoflavone dans les produits à base de soja. C'est pas que le tofu, hein, on voit il y a du soja un petit peu partout, yaourt et compagnie. Voilà, c'est la petite bataille pour différencier bon et moins bon soja. Merci pour la précision. Alors, votre métropole, en fait, je voulais juste savoir, aujourd'hui, les flexitariens, ils représentent quelle part? Puisqu'il y a un objectif sur le PLT de 60%, c'est ça? Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on partirait de combien à combien? On n'a pas les chiffres. Sur la population nationale, on considère qu'il y a 5% de végétariens. Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, sur le flexitarianisme, j'ai pas les données en tête. Donc je pourrais pas... Moi, je ne vais pas tout spoiler, mais j'aurai quelques chiffres à vous donner. Mais je garde le suspense. C'est une très bonne transition. De rien. Donc du coup, défi 7 minutes. Vous parlez de comment on introduit un repas végétarien quotidien dans les cantines grenobloises. Je commence quand même par vous dire qu'est-ce que c'est les cantines grenobloises. Si tu peux mettre la slide suivante et me décompter 5 secondes. On parle là de quel périmètre on parle? On parle de 12 000 enfants qui fréquentent les 72 écoles publiques de la ville de Grenoble. Sur les 12 000 enfants, il y en a 10 000 qui sont inscrits à la restauration. Donc déjà, on parle d'un levier qui touche plus de 80% des enfants scolarisés dans les écoles publiques. Ça représente à peu près 8 500 familles. Et ces 10 000 enfants inscrits ne mangent pas forcément tous les jours quotidiennement. Mais par contre, par jour, ça représente 9 300 repas enfants plus adultes qui servent. Je rappelle aussi que l'école, c'est 144 jours dans l'année. Donc ça peut aussi faire ensuite débat sur les leviers. Ce n'est pas les 365 jours de l'année. Il reste heureusement quelques jours sans école. À la ville de Grenoble, c'est le service restauration qui s'occupe de la conception des menus, de la fabrication, de la livraison de ces repas jusque dans les écoles. Et c'est ensuite la direction éducation jeunesse qui s'occupe de la remise en température, de la préparation, du service, de l'animation et de l'entretien des bâtiments. Donc c'est une chaîne assez conséquente, assez bien rodée, qu'il faut modifier, du coup, quand on introduit une telle modification des repas. Parce que c'est difficile, oui, et impossible, a priori, pas tout à fait. Donc je vous disais, c'est une chaîne, alors je vais passer très vite, mais c'est juste pour vous montrer que quand on mange, à la fin, vous avez les enfants là-bas qui mangent, avec la direction éducation jeunesse qui s'occupe d'eux. On est le 11 juin à 11h30, ils mangent. Tout ce qu'ils mangent a été conçu fin février. Voilà, donc il faut juste dire qu'on est quand même avec une grosse machine qui fonctionne normalement bien et qui de toute manière est obligée de fonctionner parfaitement chaque jour pour que tout le monde puisse manger à 11h30 dans toutes les écoles de la ville de Grenoble. Et sur toute cette chaîne-là, on a environ 1200 agents par jour qui sont mobilisés.
Pour vous dire aussi qu'on peut avoir des fois un petit peu tendance à penser que c'est un peu simple de faire des menus à la cantine, puisque de toute manière on a à peu près souvent des enfants à la maison, qu'on leur a fait manger. Oui, la pochette. Juste quand on est en restauration collective, notamment avec ces quantités-là, faire des menus, c'est prendre en compte, du moins à la ville de Grenoble, un minimum toutes ces contraintes-là, qui vont de la saisonnalité aux contraintes logistiques, qui vont on fait de l'éducation au goût et en même temps on veut limiter la vaisselle, qui sont le problème des disponibilités des appros, et aujourd'hui on est en plein dedans, jusqu'au pourcentage de bio et de psycho par la loi Egalim. Voilà. Donc c'est une petite pyramide là, un briquet, un vrai casse-tête. Bon, ça, je crois que ça rend le rôle des postes de diététicienne très intéressant, hein. Mais c'est un casse-tête quotidien, et modifier quelque chose à l'intérieur de ça, vous voyez là la question de l'équilibre, ça peut vite virer à la difficulté. Alors, introduire un repas végétarien quotidien, laisser le choix aux familles de choisir ce type de menu de façon régulière tout au long de l'année. Au service restauration et à la ville de Grenoble, on a commencé par faire l'état des lieux. Comment est notre restauration scolaire? Donc chez nous, elle est en régie. Ça nous semble être le moyen assez direct pour un élu d'agir. Mais après, sur les prestataires privés, on peut aussi faire quelque chose. Notre cuisine centrale était-elle aux normes? Oui. Le personnel, les 1200 personnes de la chaîne dont je vous parlais, sont-ils intéressés et disponibles? C'est compliqué. Oui, non. Les matériels, les espaces sont-ils en quantité suffisante? Dans notre cas, ça ne l'était pas. Et ainsi de suite. Hein. Est-ce que nos cuisiniers sont formés? Est-ce qu'on a des recettes végétariennes fiables? Là, on est en 2017, quand l'élu à la restauration nous dit il faut qu'on introduise du végétarien de façon pérenne, constante. Voilà. Donc, à cette époque-là, on fait cet état des lieux. Du coup, plan d'action. Ce qui nous a semblé fondamental, et je crois que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous spoiler pour dire que ça existe déjà. C'est, dans tous les cas, ces 1200 acteurs, il nous semble important de donner du temps aux choses quand on est sur des transitions comme ça importantes, quand on est sur l'alimentation qui touche directement la culture des gens, et puis l'instinct quand même primaire de se nourrir, et l'instinct primaire des parents de dire est-ce que mon enfant sera bien nourri. Je pense qu'il faut donner du temps aux choses et du sens au travail. Donc pour cela, nous, ça a nécessité, puisqu'on est collectivité publique, d'adapter les marchés publics. Une ville comme Grenoble a 3,5 millions par an, 3 millions d'euros, pardon, d'achats alimentaires. Donc autant vous dire que cet argent, c'est l'argent des Grenoblois, on ne le dépense pas n'importe comment, on passe des marchés publics. Et ces marchés, en général, sont passés sur 4 ans. Donc le temps qu'on renouvelle et qu'on demande les nouveaux produits, il faut se donner du temps. On a formé tous les acteurs, on s'est fixé de limiter le recours aux produits industriels. CF, l'aparté que je faisais sur le soja tout à l'heure. Il faut prendre, à mon sens, il faut prendre en compte vraiment, sincèrement, l'avis des experts et des experts. Et tout le monde n'est pas expert, même si tout le monde mange très bien chez soi, c'est sûr. On a des experts, on a des diététiciennes, des acheteurs, des cuisiniers. Il faut tester. On a testé, on a loupé, mais il faut donner le droit à l'erreur, je crois. Et puis on représente, on réessaye, et que ce soit chez les cuisiniers comme chez les fournisseurs, qui du coup, sur l'échange, peuvent faire évoluer des produits aussi. Donc, qui dit test étant dit, il faut persévérer, représenter les choses. Et puis nerf de la guerre, hein, il faut quand même investir à un moment dans soit des travaux, du matériel, du temps, tout ça c'est de l'argent. Et réinvestir, puisqu'on a fait le choix aussi que les économies engendrées par l'ajout de plats végétariens plus fréquents soient réinjectées dans la qualité des produits et notamment dans la qualité des viandes restantes. Donc tout ça donne du sens aux cuisiniers qui sont pas forcément... qui ne sont absolument pas formés aux végétariens. J'ai regardé encore hier le programme d'un CAP cuisinier. On ne parle que de viande, hein, comment on la ficelle, comment on la blanchit, comment on la taille, comment ce que vous voulez, mais on ne parle que de viande. Donc ils ne sont absolument pas formés. Les faire évoluer sur d'autres techniques, ok, mais nous on a pris le pari de leur dire, mais en même temps vous allez travailler de la viande de meilleure qualité. Et franchement,
Un service de viande à la ville de Grenoble, c'est 600 kilos. Quand les collègues voient arriver 600 kilos de viande label rouge, bio et ou local, ça donne un autre sens au travail. Voilà, donc je finis très vite. À ce jour, c'est donc 3 menus qui sont proposés. Un menu vert entièrement végétarien, un menu bleu pour les personnes qui souhaitent quand même que leurs enfants mangent du poisson, et un menu rouge dit flexitarien. Voilà. Et en septembre, on avait 5% d'inscription sur le menu vert, 46 sur le menu bleu et 51 sur le menu rouge. Je ne vais pas sur la dernière slide, c'est pas grave pour tenir le défi, et les 2 infos. Voilà, les coordonnées. Merci beaucoup pour ce défi relevé. Est-ce que vous avez des questions pour Feriel ou des questions complémentaires pour Christine? Oui. Jean-Pierre Manet, je travaille dans un collège privé, je suis prof, et la communauté éducative essaye de pousser la société de restauration privée à anticiper un peu la loi Egalim, puisque pour nous, ce sera le 1er janvier 2024, la proposition alternative quotidienne en non carné. Et la question que j'avais, c'était, alors j'ai présenté à toute la communauté ce que fait la ville de Grenoble. Donc tout le monde était les yeux grands ouverts en disant c'est génial, c'est génial. Puis c'est vrai qu'on a été un peu refroidi quand on a vu qu'il n'y a que 5% des parents qui ont choisi cette proposition, ce qui nous a un peu effondré en disant malgré tous les moyens que vous mettez en œuvre, visiblement les parents n'ont pas suivi. Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, à votre avis, les gens ne suivent pas ce mouvement, malgré tout l'accord et tout ce qui est vertueux dans l'approche que vous avez? Je pense qu'encore une fois, il faut donner du temps. En fait, nationalement, il y a des chiffres qui montrent qu'on est dans les moyennes nationales en fait, de végétariens. Donc, on a une population qui est comme la population nationale, qui a besoin de temps pour être convaincue, d'argent pour introduire ces produits-là, cette façon-là de voir l'alimentation, de connaissances pour lever certains a priori, parce qu'il peut toujours y avoir l'a priori de mon enfant va être carencé. Et en fait, quand on ne connaît pas comment supplémenter, comment compléter à la maison, effectivement, on peut carencer des enfants, oui. Mais si on sait comment équilibrer du végétarien, il n'y a aucun problème de carence. Donc, je pense que tout ça vient avec le temps. La dernière diapositive que je n'ai pas pu vous présenter, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien, justement, je crois qu'une des premières, animer pour convaincre et accompagner pour faire comprendre et lever les a priori, en fait. Et on a pris le pari de dire, déjà, on propose l'offre, ce qui nous permettait quand même d'avoir des pourcentages, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de « oui, mais à Grenoble, c'est mieux que tout le monde, il y a 30% des parents qui voudront manger végé ». Voilà. Et en même temps, c'est pas moins que la moyenne nationale. Donc maintenant, c'est beaucoup d'accompagnement, d'animation, d'ateliers. Par exemple, le repas de Noël cette année est 100% végétarien. On propose des petites recettes pour expliquer comment on peut faire de la mousse au chocolat végétarienne, par exemple. Maintenant, je pense que c'est un travail de longue haleine et on va pouvoir mesurer l'impact de nos politiques publiques très simplement avec le taux d'inscription en fait, et la modification du taux d'inscription. Je me permets de compléter Feriel parce que du coup Marie Jacquet, je suis la diététicienne du service alimentation et restauration à la ville de Grenoble. Je pense aussi que ce qui n'était peut-être pas clair, monsieur, dans les chiffres qui vous ont été présentés, c'est que dans les repas, qu'on soit inscrits en bleu ou en rouge aujourd'hui à la ville de Grenoble ou en vert d'ailleurs, il y a 1 à 2 repas végétariens pour tous par semaine. Donc en fait, même des enfants qui sont inscrits en bleu ou en rouge, ils ont tous les lundis un repas vert, donc complètement végétarien, ils n'ont pas le choix, ils mangent végétarien. Et une autre fois dans la semaine, potentiellement une semaine sur 2. Donc il y a aussi des familles les familles qui sont inscrites en bleu et en rouge ont aussi tel choix qu'1 à 2 fois par semaine, leurs enfants mangent végétarien. C'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. À mon avis, je me dis, parce que là c'est les écoles, et je pense qu'on voit de plus en plus de jeunes qui ont envie de moins manger de viande, de plus en manger, et je pense qu'au collège et lycée, ça pourrait être plus important le pourcentage. Parce que ça vient des enfants et pas des parents de passer à l'acte. Si je peux me permettre, on a eu beaucoup de témoignages de parents
déjà, il y a des familles dans lesquelles les enfants ont choisi et il y a un enfant qui veut continuer à manger de la viande et l'autre qui veut plus et qui est en végétarien. Donc une même famille, 2 régimes différents. Et pas pour des problèmes de garde alternée ou de divorce mal passé. C'était le choix des enfants. Et on a eu ces retours de famille qui, du coup, nous ont aussi un petit peu surpris dans la capacité de l'enfant. Alors, bien sûr, hein, je ne crois pas qu'on parle des petites sections de maternelle. Hein, on est sur l'élémentaire, dernier cycle certainement. Mais il y a déjà cette réflexion à l'école élémentaire. Et on voit que toutes les politiques éducatives, comme de restauration, comme de communication nationale, commencent à porter leurs fruits assez tôt. On prend une dernière question, ou sinon on arrête ici. Je voulais juste faire un petit ajout. Je vous invite aussi à aller voir les résultats de la Convention citoyenne du climat qui a eu lieu à l'échelle de la métropole, où les citoyens ont fait beaucoup de recommandations, notamment celle sur la partie alimentation de diminuer significativement la part de viande dans les cantines. Et ce qui était peut-être un des résultats les plus intéressants de la Convention, c'était que finalement sur un échantillon de personnes qui étaient d'opinions très diverses sur ces sujets-là, au bout de ces plusieurs mois de discussion, etc., ils sont arrivés à ce consensus et à cet accord sur il faut impérativement diminuer notre consommation de viande. Et ce qu'ils expliquaient aux élus de la métropole, c'est que cet effort de pédagogie et de compréhension, il est essentiel. Donc oui, et en même temps, excusez-moi, je complète, mais en même temps, comme je vous disais, si on passait de 50% de végétariens du jour au lendemain, nous, par exemple, quid de nos fournisseurs aujourd'hui de viande bio et locale, en fait? Et quid de tout la question de l'agriculture, du territoire et de la biodiversité. Donc je pense que l'évolution, elle doit se faire en pédagogie. La population a besoin de lever ses freins petit à petit et les acteurs, les réseaux et les filières ont besoin de se structurer, se réinventer aussi avec du temps. Et voilà, je dis juste attention aux transitions qui seraient trop brutales. Merci beaucoup. Camille Jolin de venir pour nous parler du défi 3, 0 gaspillage alimentaire. Alors, on sait que rien ne se gaspille, tout se composte. Vous avez ingenieusement repris cette citation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Donc, du coup, c'est vrai que le lien avec le gaspillage alimentaire, c'est peut-être un peu moins évident quand on parle de tri des déchets alimentaires, mais c'était pour vous dire aussi que les déchets alimentaires, en fait, on pourrait parler de restes alimentaires et arrêter de parler de déchets. Parce que c'est vraiment une ressource, et donc c'est le message qu'on essaye de passer quand on parle du tri des déchets alimentaires. Alors, pourquoi on trie les déchets alimentaires? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une réflexion au niveau de la métropole de Grenoble, donc, qui est en charge de la collecte et de l'élimination des déchets sur le territoire en 2016-2017 autour de la reconstruction des unités de traitement du territoire, donc l'incinérateur et le centre de tri qui arrivaient en fin de vie. Et donc la question c'était est-ce qu'il faut les reconstruire à l'identique? Et le pari qui a été fait, c'est de dire non, on va pas les reconstruire à l'identique ni plus grand. L'unité de valorisation énergétique va être reconstruite avec une capacité plus petite et le centre de tri, à l'inverse, sera reconstruit avec une capacité plus grande pour traiter davantage de déchets recyclables. Et donc, pour que ça fonctionne, il a été décidé de mettre en place un schéma directeur déchets assez ambitieux pour qu'on réussisse à arriver à l'objectif de réduire de moitié la poubelle grise et de valoriser et recycler 2/3 des déchets pour que ça rentre dans ces nouvelles unités de traitement. Tu peux laisser sur... Voilà, donc il y a tout un tas d'actions qui ont été élaborées, qui touchent à tous les déchets. Les déchets alimentaires, quand on a regardé le contenu d'une poubelle grise moyenne d'un ménage métropolitain, on s'est rendu compte que c'était 1/3 de la poubelle grise. Donc il y avait un gros enjeu à agir sur ce flux-là. Et donc le tri des déchets alimentaires s'est imposé comme une des actions qui permet d'atteindre l'objectif de réduction et de valorisation. Ça tombe bien puisque c'est aussi une obligation réglementaire. Donc à fin 2023, les collectivités territoriales ont l'obligation de proposer à tous les habitants une solution de tri des déchets alimentaires. Donc ça découle d'une directive européenne qui donne ce cap de 2023. Et après, il y a une troisième raison,
et c'est sûrement la plus importante, c'est que c'est naturel en fait de trier et de valoriser ces déchets alimentaires. C'est des déchets qui sont composés en majorité d'eau, donc ça n'a vraiment aucun sens de les envoyer en incinération et de les brûler. C'est des déchets qui ont une valeur, si on les transforme en compost, si on les transforme en gaz, ces déchets-là deviennent une ressource. Donc c'est vraiment, on essaye de mettre l'accent sur ce cycle que vous voyez là, de retour à la terre. Donc c'est des déchets qui, s'ils sont triés et collectés ou alors compostés directement sur place, deviennent une ressource et viennent amender les sols et permettent après de refaire des cultures derrière. Alors concrètement, comment on trie les déchets alimentaires et qu'est-ce que la métropole fait pour offrir une solution à tous les habitants d'ici 2023 ? Il y a plusieurs dispositifs complémentaires. Donc, en habitat individuel, pour les maisons, on va privilégier le développement du compostage in situ, donc, parce que le meilleur déchet, après celui qu'on n'a pas produit, c'est celui qu'on ne va pas transporter. Donc on essaie de traiter au maximum les déchets sur place, donc dans les jardins des maisons qui le peuvent. Donc concrètement, on va mettre à disposition gratuitement un composteur pour chaque foyer qui le souhaite, composteur bois ou plastique, après ça dépend des préférences. On donne avec un bioseau, donc ça c'est le bioseau que vous voyez à droite, un bioseau qui est plein, qui s'est fait exprès pour que les déchets commencent à fermenter et à se dégrader d'ores et déjà dans le bioseau avant de le mettre dans le composteur. Et puis pour accompagner les personnes qui prennent un composteur pour la première fois, parce que c'est pas toujours évident, on organise des ateliers pour se former au compostage et au jardinage zéro déchet. Ensuite, on prend en compte le fait que sur le territoire de la métropole, il y a quand même beaucoup d'habitats collectifs et d'habitats denses où on ne peut pas toujours envisager de solution de compostage. Tu peux remettre là. Donc, le choix qui a été fait, c'est de proposer aussi une solution de collecte en porte-à-porte pour cet habitat-là, avec la mise en place d'un bac ou de plusieurs bacs marrons dans les copropriétés. Et ensuite, nous, on distribue aux habitants un kit de tri donc, qui est composé d'un bioseau ajouré cette fois-ci, qu'on utilise avec des sacs biodégradables, dans lequel vous allez vous allez mettre vos restes alimentaires, vos déchets alimentaires, et jeter de temps en temps le sac dans le bac marron. Et on va collecter ce bac marron une fois par semaine. Et donc ces déchets-là sont valorisés aujourd'hui en compost sur l'unité de compostage de Murianette, donc, qui fonctionne comme un composteur mais à échelle industrielle. Et le projet, c'est aussi d'y ajouter une unité de méthanisation. D'abord, on produira du biogaz à partir des déchets alimentaires et on compostera le digestat qui est issu de la phase de méthanisation. Donc c'est des dispositifs qui sont assez complémentaires et j'en parle rapidement, mais c'est pas parce qu'on est en habitat collectif qu'on ne peut pas composter. Donc on accompagne aussi tous les dispositifs de compostage partagé en formant des référents, en mettant à disposition le matériel, en accompagnant sur plusieurs mois les copros qui le souhaitent ou alors les professionnels, plein de professionnels différents qui peuvent aussi être intéressés par ces démarches-là. Et en appartement, on peut aussi être intéressé par le lombricompostage, donc c'est une autre solution qu'on peut proposer et la formation qui va avec. Alors bon, les déchets alimentaires, très rapidement, ça recouvre tout ce qui est préparation de repas, reste de repas, les produits périmés, le thé, le café. Donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre dans le bac marron. Après, en composteur, on peut y ajouter quelques déchets supplémentaires, ce qu'on va appeler des petits déchets de maison. Ça peut être un sopalin, des boîtes d'œufs, des fleurs, et puis les déchets de jardin. En petite quantité, contrairement à ce qui est souvent dit, en fait le composteur il fonctionne bien s'il y a beaucoup de déchets alimentaires, mais il faut quand même y ajouter un peu de matière sèche, donc les déchets de jardin. Où est-ce qu'on en est ? Je crois que c'est la suite. Voilà. Donc on ne peut pas déployer le tri des déchets alimentaires en une fois sur tout le territoire de la métropole, ça fait beaucoup de monde. Donc toutes les communes qui sont en jaune,
ont été concernés par des opérations de distribution de matériel et de sensibilisation. Donc ça représente à peu près 70% des foyers de la métropole qui ont été sensibilisés. Après, ils ne sont pas tous équipés, parce qu'on a des gens qui sont déjà équipés et qui ne veulent pas reprendre un autre type de matériel, ou alors on a des gens qui refusent. Donc c'est à peu près 270 000 habitants qui sont équipés. En ce moment, on est en train de faire une opération sur les communes de Mélan, La Tronche et Coran. Et ensuite, au mois de novembre, le territoire 5 de Grenoble et une partie du territoire 6, donc tout ce qui est en orange. Et en parallèle, on a aussi des activités pour accompagner les professionnels qui sont aussi producteurs de déchets alimentaires, notamment les professionnels métiers de bouche et tout ce qui va toucher à la restauration collective, où là aussi il y a une obligation réglementaire qui s'applique à ces producteurs-là. Aujourd'hui, au-dessus d'un seuil de 5 ou de 10, et maintenant 5 tonnes, et à partir de 2024, en fait, ce seront tous les producteurs de déchets alimentaires qui seront concernés. Donc là aussi, on les accompagne, on leur met à disposition du matériel pour qu'ils puissent trier. Voilà. Merci Camille. Est-ce qu'il y a des questions? En attendant que vous réfléchissez à votre question, on peut peut-être préciser que sur le site de la métropole, il y a l'agenda des ateliers. Oui, là en ce moment les ateliers sont assez concentrés sur les communes de Coran, Mélan, La Tronche, parce que c'est là où on est en train de distribuer du matériel à des nouvelles personnes, mais vous pouvez tout à fait, n'importe qui peut s'inscrire à ces ateliers. C'est dans les jardins de particuliers qui veulent bien ouvrir leur jardin et montrer comment eux ils utilisent leur composteur. Il y a tous les ateliers qui sont présentés. Il y a aussi des ateliers en visioconférence qui peuvent être intéressants aussi. J'ai une petite question. Du coup, c'est Louise Palan, chargée de projet sur l'antenne ISERMAS de l'association Conscience et Impact écologique. Du coup, ma question, c'est pour les résidences, surtout les petits kits de sensibilisation et accès poubelle, après avoir collecté les déchets alimentaires, où est-ce qu'ils vont? Alors, du coup, ils sont emmenés à l'usine de Murianette, donc Murianette qui est une commune de la métropole, et ils sont transformés en compost. Voilà. Et après, est-ce que du coup aussi on les envoie par exemple à des fermes pour, je sais pas, des poules, vous m'avez parlé de ça, je me sais nous on peut pas, en tant que collectivité, il faut qu'on respecte un certain nombre de normes dans le processus de compostage, donc c'est fait à Murianette avec des règles très précises. Après, il y a des associations ou des professionnels qui fonctionnent avec des solutions autres, par exemple de donner à des éleveurs ou à des agriculteurs. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, nous on ne fonctionne pas comme ça, mais bien sûr c'est possible. Qu'est-ce que vous faites du compost de Murianette? Alors le compost de Murianette est redistribué à des agriculteurs du coin, essentiellement de la plaine du Grésivaudan. Donc pour servir d'amendement aux cultures du Grésivaudan. Merci beaucoup. Merci Camille pour cette intervention. Et du coup, on va enchaîner sur le défi 10.4, cantine et restauration collective des produits locaux ou bio, avec l'intervention de Léa Ravinet, qui va nous parler d'un accompagnement des communes de la métropole grenobloise pour élaborer un projet de restauration collective et durable. Accompagnée de Delphine Laurent-Attuy, aussi sur ce défi. Ah oui, pour après. Bonjour à tous et toutes. Donc oui, je vais vous parler des accompagnements qui sont proposés aux communes sur le territoire métropolitain. Donc pour faire un bref rappel du contexte, mais je remercie les intervenantes et intervenants précédents qui ont un petit peu évoqué déjà tout ce contexte-là. Cet accompagnement métropolitain, il a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, évidemment, de répondre aux besoins des communes, puisque ce sont les communes qui sont compétentes en matière de restauration collective, notamment des scolaires. Vous allez voir, on est beaucoup sur l'accompagnement. En l'occurrence, on est sur de l'accompagnement restauration collective scolaire. Donc répondre aux besoins des communes, évidemment, s'inscrire dans les objectifs, les ambitions qui sont fixées à l'échelle métropolitaine, donc faire du lien, faire en sorte que tout ce qu'on mène soit cohérent par rapport aux politiques métropolitaines et puis plus globalement à l'échelle PAIT et au-delà. Donc on essaie d'être cohérent dans ce qu'on mène. Et puis cet accompagnement, il s'inscrit évidemment dans tout le cadre réglementaire qui évolue, on le voit au fil des ans, concernant la restauration collective. Donc, on a vocation aussi à accompagner cette mise en conformité avec les obligations réglementaires.
Ça, c'était pour un bref rappel du contexte. Globalement, donc là, on a 2 types d'accompagnement. Je vais commencer par l'accompagnement métropolitain, donc porté par Grenoble-Alpes Métropole. Cet accompagnement, il est donc ouvert aux communes de la métropole, aux communes volontaires, via un appel à candidature. Le premier appel à candidature a eu lieu en 2021. Un autre viendra prochainement. Donc on a passé un appel à candidature à destination des communes pour un accompagnement. Cet accompagnement, il a lieu sur une année scolaire. Donc là, on accompagne une première vague de communes. On aura un second accompagnement sur l'année scolaire 2023-2024. Et puis, globalement, il porte sur des thématiques assez variées, comme vous allez le voir, puisqu'il est coporté par 2 services au sein de la métropole, par le service agriculture, forêt, biodiversité, montagne, et puis par le service prévention déchets. Donc, ça fait le lien. L'objectif, toujours sur ces thématiques-là, c'est de travailler en transversalité, puisqu'on a évidemment des sujets qui sont portés par plusieurs services. Donc, on travaille aussi bien sur le volet alimentaire, donc effectivement... la provenance des produits qu'on utilise en restauration collective, la qualité de ceux-ci, la façon dont ils sont valorisés, donc la question des menus, etc. Et puis la question des déchets, donc comment réduire ces déchets, que ce soit le gaspillage alimentaire ou tous les déchets autour de la restauration, donc les emballages, etc. Et puis pour ceux qu'on ne peut pas réduire, comment les valoriser. Donc voilà, ça c'est un peu les grandes thématiques. On travaille en 2 volets. Le premier volet, c'est un volet d'accompagnement un peu général. Donc dans ce cadre-là, on accompagne aujourd'hui 7 communes sur la métropole, dont la ville de Grenoble. Cette commune qui représente à elle seule à peu près 54% des repas qui sont servis quotidiennement sur la métropole. Donc ça, c'est juste pour balancer un petit peu. Donc pour cet accompagnement global, on a fait appel à un prestataire qui s'avère être un groupement de prestataires qui vont accompagner les communes en fait donc sur une année scolaire en démarrant par un état des lieux de la restauration collective. Donc on observe un peu la façon dont les communes travaillent, ce qui a déjà été mis en place parce que toutes les communes font déjà des choses en matière de restauration collective durable. Donc c'est voir ce qui est déjà mis en place, voir ce qui peut être, quels sont les points d'amélioration, etc. Et l'objectif, c'est bien d'accompagner les communes qui sont volontaires au développement d'un projet un peu long terme de restauration collective durable. Parce que comme l'avait souligné Fariel tout à l'heure, les transformations de la restauration collective, ça se fait sur des années, c'est pas immédiat. Donc on est bien conscient de ça. L'idée là, c'est vraiment en un an d'impulser cette dynamique-là, voilà, d'accompagner les communes sur ce thème-là. Donc on va avoir dans cet accompagnement, on observe différentes choses, le gaspillage alimentaire, la composition des repas, les approvisionnements, etc., l'accompagnement des enfants, etc. Donc là, c'est vraiment global et l'objectif, c'est donc de se laisser un an pour mettre en place des choses. Et évidemment, on fera un petit bilan à la fin de cette année-là, mais on est conscient que ces efforts se poursuivront sur les années suivantes. Voilà, ça c'est l'accompagnement un peu général. On a un second volet de l'accompagnement qui porte plus spécifiquement sur la question des contenants. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à horizon 2025, les communes doivent cesser d'utiliser, du moins celles de plus de 2000 habitants. Pour les autres, on a un délai un peu supplémentaire, mais l'objectif, c'est de cesser d'utiliser des contenants plastiques pour la cuisson, la réchauffe et le service des aliments. Donc c'est un gros challenge là aussi pour les communes parce que ça nécessite de revoir une bonne partie des process et de voir l'organisation. Donc voilà, on a aussi un accompagnement qui porte sur cette thématique-là. Où là, pour le coup, on est accompagné par DABA Consigne. Donc il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. L'objectif de DABA, là, c'est de faire aussi, de regrouper des retours d'expérience, etc., pour nourrir un peu ce travail-là, et puis d'accompagner les communes au cas par cas. Puisqu'on sait bien là aussi que chaque cas est unique et qu'il faut s'adapter au contexte de chaque commune. Donc voilà, très brièvement, j'essaie d'être rapide pour vous laisser le temps s'il y a des questions. On a aussi un second accompagnement qui est... Ah oui, je ne l'ai pas précisé, pardon, pour l'accompagnement métropolitain, on s'inscrit dans le cadre aussi d'un projet européen qui s'appelle Food Trails, où on travaille avec d'autres collectivités européennes, vous aurez vu le petit logo sur les diapos précédentes, sur ces questions-là aussi, donc on essaie voilà, de travailler en collectif là-dessus. Enfin, on a l'accompagnement qui est porté par le projet alimentaire interterritorial, donc qui couvre la métropole de Grenoble, mais pas que. Donc là, c'est ouvert à peu près aux 335 communes du projet alimentaire interterritorial qu'a présenté Christine Auriol. Là, il s'agit de sessions d'accompagnement
ponctuelle. On a tout un programme et les communes peuvent, si elles le souhaitent, s'inscrire à une ou plusieurs sessions d'accompagnement, donc qui vont porter sur des thèmes très variés, aussi bien sur les approvisionnements que sur la rédaction des cahiers des charges, etc. On a des thèmes très très divers. Là, c'est un accompagnement qui a été financé dans le cadre du plan de relance et donc qui court jusqu'à l'automne 2023. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement collectif proposé dans le cadre du PAIT, nous avons donc le site du projet alimentaire interterritorial. Et autrement, pour toutes les questions relatives à l'accompagnement sur la métropole, vraiment précisément, voici mon adresse mail. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je tiens à dire qu'on a un record de timing puisqu'on est à 6 minutes 46 secondes. J'ai essayé d'être brève. Il a juste les Eh ben, je redonne la parole à Delphine. Moi, j'ai 7 minutes 14 alors. J'enchaîne au sujet de l'alimentation des collégiens, puisque la restauration collective des collèges est une compétence du département, puisqu'auparavant vous avez eu des présentations qui concernaient plutôt la restauration pour les écoles élémentaires et maternelles. Donc l'objectif du département, c'est de proposer une alimentation 100% locale ou bio. On peut passer à la suivante. Alors, je vais vous expliquer le 100%. Déjà, oui, on peut passer à la diapo suivante. Donc pour avoir juste des ordres de grandeur, il y a 97 collèges publics dans tout le département. Ça représente 37 500 repas jour, donc jour sur les 144 jours d'école. Et donc la manière dont c'est organisé, il n'y a pas une cuisine par collège en fait. Il y a 8 grosses cuisines qu'on appelle cuisines mutualisées qui desservent un certain nombre de cantines scolaires. Donc sur la métropole, en fait, il y a 2 principales cuisines centrales, une à Saint-Égrève et une à Échirolles, qui desservent donc l'ensemble des collèges de la métro. Et puis après, il y en a dans les autres territoires. Et il y a aussi un tiers de collèges qui restent en cuisine autonome parce que ce sont des collèges qui sont plus excentrés dans des territoires plus ruraux et que ce ne serait pas pertinent d'avoir une cuisine mutualisée qui desservirait en termes de logistique, de distance, etc. C'était trop complexe à organiser. Mais donc ça fait une force de frappe quand même d'avoir des grosses cuisines où on va pouvoir préparer jusqu'à, pour les plus grosses, 8 ou 9 000 repas jour, un peu comme Grenoble. Et donc ça permet aussi au département, qui est également en gestion directe, puisque c'est les cuisines où il y a des agents du département, d'être un gros acheteur aussi de produits alimentaires et de pouvoir orienter en fait ces achats, disons, d'essayer d'orienter dans la direction qu'ils souhaitent. Et cette direction, donc, c'est un maximum et si possible 100% de produits locaux ou bio dans les repas des collégiens. Et puis un autre objectif, c'est l'ouverture des marchés donc, de denrées alimentaires du département aux acteurs publics de la restauration collective qui ont aussi des objectifs d'acheter sous les règles de la commande publique. Et donc, puisqu'il y a maintenant des marchés qui existent au département avec des producteurs locaux, c'est de pouvoir proposer à d'autres acteurs locaux plus petits d'aller aussi piocher dans le catalogue des marchés du département. Et puis pour un ordre de grandeur aussi, c'est 1 million d'euros d'achat auprès des fournisseurs locaux via les marchés du département sur l'année scolaire 2018-2019. C'est celle qu'on a mis parce qu'après il y a eu le Covid, etc. Ça a été des années un peu particulières. Mais ça s'est développé depuis. On peut passer à la suivante. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ces plateformes de distribution. Donc en fait, c'est des groupements d'agriculteurs. Il y en a trois principaux en Isère. Manger Bio Isère, donc qui est uniquement avec une offre de produits bio. Récolté, qui est plutôt sur le Nord Isère et qui a une offre en conventionnel et en bio. Et puis Isère Assaisonné, qui est associé à une légumerie qui s'appelle AB Épluche et qui propose également des produits en conventionnel. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur tout ce qui est à côté, mais en gros, ce sont des agriculteurs qui se sont organisés, structurés dans ces plateformes, de façon à pouvoir répondre à des grosses commandes comme celles des acheteurs publics. Donc on peut passer à la diapo suivante. Pour vous préciser ce que c'est que le 100% produits locaux bio, c'est pas 100% évidemment du menu qui pourra être fait parce qu'il n'y aura jamais des ananas
ou du sucre en Isère, même avec le réchauffement climatique. Donc l'idée, ça avait déjà été de voir de lister toutes les denrées qui étaient utilisées par les cuisiniers des collèges. Donc c'est ce que vous avez sur la partie gauche de la diapo, de recenser tout ça et de voir ensuite, de comparer avec ce qu'il y avait dans l'offre locale de produits, ce qu'on pouvait essayer d'obtenir via des marchés publics, mais passer avec des plateformes locales. Et donc, voilà, sur la deuxième diapo, sur la deuxième partie, c'est un petit peu plus limité comme type de produit, mais se dire que tous ces produits-là, si on pouvait les acheter en local, ce serait l'idéal. Et donc, de lancer des appels d'offres, parce que c'est ça aussi les subtilités de la commande publique, c'est des appels d'offres auxquels les plateformes locales pourront répondre. Et donc, c'est de savoir aussi quelles sont leurs possibilités en termes de quantité, en termes de conditionnement, etc. Et d'avoir une écriture du cahier des charges qui leur permette ensuite de bien se positionner dans les réponses à ces appels d'offres. La diapo suivante. Donc voilà, ça c'est le résultat au fil des années. Il y a une vingtaine en fait, de marchés maintenant du département qui ont été passés avec des producteurs locaux, donc dans les différentes gammes de produits. Ça va des légumes, des fruits, produits laitiers. Il y a toute une série aussi en bio. Et puis des charcuteries, des saucisses, des viandes bovines. Et puis pain et viennoiserie avec différents boulangers de l'Isère. Et ça, c'est essentiellement pour les cuisines mutualisées où c'est plus facile justement d'acheter en grande quantité et de travailler vraiment avec ces plateformes. Et dans les cuisines autonomes, c'est en cours de travail, mais c'est plus difficile à mettre en œuvre puisque chaque cuisine travaille de manière individuelle. Donc il y a aussi cette question dont parlait Léa, de la formation des cuisiniers, des gestionnaires de l'éducation nationale qui travaillent en lien avec les cuisiniers. Donc c'est aussi un objectif, mais pour l'instant, les résultats qui ont été obtenus et que vous voyez ici, donc c'est l'augmentation de produits bio et de produits locaux dans les repas des collégiens. Donc depuis 2015 à 2021, on arrive à monter. Alors vous direz, ça ne monte pas comme ça. Non, effectivement, ça ne monte pas comme ça, puisqu'il y a cette question de structurer des filières. Là, on revient au tout début de cet atelier dont on parlait avec Lilian, où il faut qu'en amont, les agriculteurs ils soient en capacité de produire et qu'ils aient cette garantie, en fait, que la production qu'ils vont faire, s'ils plantent des champs de courges ou des champs de poireaux, qu'ils soient sûrs de trouver des débouchés derrière. Donc c'est toute cette organisation et le levier de la commande de la restauration collective est très important pour leur garantir justement ces débouchés. Et donc le plan d'action 2022-2023 pour continuer à progresser, depuis les 28,5% de produits locaux et 28,5% de produits bio dans les menus. C'est donc dans les cuisines mutualisées, donc les 2/3 des repas aujourd'hui, c'est d'étendre l'offre qui a été lancée, qui était un produit local ou bio par composante du menu, c'est-à-dire qu'un élève qui va, entre guillemets, bien choisir ce qu'il met sur son plateau, il peut prendre une entrée qui est à base de produits locaux, un plat qui est à base de produits locaux, un laitage aussi et un dessert. Donc ça a été expérimenté déjà sur la métropole et l'objectif c'est de l'étendre aux 8 cuisines mutualisées du département. Et donc c'est aussi adapter l'offre et la demande au fur et à mesure. Donc ça, il y a un vrai travail à faire. Il y a aussi le rôle central de la diététicienne qui a été souligné par Feriel tout à l'heure. Et voilà, au département c'est la même chose. Pour les cuisines autonomes, j'en parlais, c'est déjà de les doter d'un logiciel de gestion et puis amplifier leur accompagnement. Pour les collégiens, parce qu'il ne suffit pas de leur proposer, en fait, eux, ce qui les intéresse avant tout, c'est le goût. C'est pas de savoir si c'est local ou bio, c'est est-ce que je vais aimer ou pas. Donc il y a un vrai travail de pédagogie et d'accompagnement à faire auprès des collégiens, auprès des agents aussi, on en a parlé déjà, et puis des filières agricoles et sur la politique achat, c'est continuer à la structurer et faire émerger une centrale d'achat départementale et donc l'ouvrir aux autres acheteurs publics locaux, comme je disais précédemment. J'en ai terminé. Merci. Alors avant de prendre la dernière intervention, est-ce que vous avez quelques questions? Comment vous faites pour passer des marchés publics pour les producteurs locaux? Comment on fait pour passer des marchés publics pour les producteurs locaux? En fait, j'explique ma question pour oui. qui peut-être sont un petit peu novices. Le code des marchés publics nous interdit de dire
bonjour, ville de Grenoble par exemple, on veut acheter des produits que locaux, qui est candidat et quelle offre on analyse. On n'a pas le droit dans le code des marchés publics de faire ça. Donc toutes les collectivités, toutes les forces publiques d'achat cherchent des subtilités pour ne pas dire que c'est local, mais au final. Là, vous avez fait un discours très axé marché avec des producteurs locaux. Est-ce que vous avez... Oui. Alors on a effectivement trouvé des solutions qui permettent justement de rédiger des cahiers des charges qui leur permettent de répondre. Et c'est en fait des marchés qui sont à la fois des marchés de denrées et de prestations intellectuelles. C'est-à-dire qu'on va demander que les producteurs qui viennent donc livrer les yaourts, les pommes, la viande, etc., puissent aussi venir faire des animations dans les collèges. Donc il y a quelques animations qui sont organisées par an et donc pour visites de ferme ou à l'inverse ou des visites. Oui, voilà, ou des visites de ferme et donc c'est compliqué pour marché avec peu de produits quand même. Ça va être un marché pommes et poires, je dis n'importe quoi, un marché yaourt. C'était marché sur c'est quand même des marchés, avec Manger Bio ou avec Récolter. Non, c'est des marchés avec quand même un certain nombre de produits parce que c'est des plateformes qui sont suffisamment matures aussi. Mais cette dimension de prestation, d'animation, en fait, ça sous-entend que la personne qui vient faire l'animation, si elle est à Lille, c'est pas très rentable pour elle de venir faire une animation parce que c'est censé être dans son offre, en fait. Ils sont pas rémunérés pour venir faire les animations en plus de ce qu'ils sont rémunérés pour la fourniture de denrées. Et puis après, c'est aussi dans la manière, là on rentre dans des choses un peu techniques pour ceux qui ne connaissent pas la commande publique, mais la manière de noter en fait les propositions qui sont faites par les différents candidats en fait. On va minorer un peu la notation du prix par rapport à d'autres critères, et notamment celui-ci. Donc le prix des fournitures, il est à 30% par exemple dans la pondération. La performance en matière de développement des approvisionnements directs, il est de 30%. La qualité organoleptique des produits aussi est à 25%. Et donc là, il y a des dégustations qui sont organisées avec les cuisiniers, avec des élèves aussi, pour goûter les produits en fait et les noter à l'aveugle. Et puis la pertinence des actions éducatives proposées dans le cadre de l'exécution du marché, donc c'est bien de ça dont il s'agit, donc à 10%. Et enfin, la gestion des conditionnements en vue d'une meilleure performance environnementale, qui est sur 5% de la notation. Et ça, c'est des choses qu'on a travaillé un peu par ailleurs, par d'autres biais, avec les plateformes locales, pour que quand nous, on lance on écrit un cahier des charges, on sait qu'elles vont pouvoir répondre avec le type de conditionnement qui va nous intéresser. Donc voilà, c'est des solutions comme celle-ci, mais en effet, c'est une vraie complexité que de rédiger des cahiers des charges auxquels on aimerait tous que ce soit des producteurs locaux qui répondent, mais on n'a pas le droit de l'écrire en fait. Ça, c'est les règles de la concurrence européenne. C'était long comme réponse. Merci beaucoup pour le défi 10.6 et défi 10.4, et donc on va passer au défi 10.6 avec Jessica Lapalus sur l'alimentation et l'agriculture. Sur le défi. Ah oui, parce que ça me défi, c'est pas grave, c'est une erreur. Donc sur le défi commerce et restaurants verts et tourisme durable. Donc Jessica qui est chargée de mission tourisme à Grenoble-Alpes Métropole. On t'écoute. Merci. Donc là, du coup, l'objectif, c'était de vous parler un petit peu plus du prisme des professionnels de l'hôtellerie, restauration et des commerces. On sait depuis quand même quelques années qu'il y a de plus en plus d'engagement en fait, de la part de ces acteurs-là vers les transitions d'une façon générale, et peut-être un peu plus sur le volet alimentation, puisqu'on sait que dans les usages des clientèles, en fait, c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus, à la fois en tant qu'habitant, mais aussi en tant que touriste. En fait, quand on va à l'extérieur de notre territoire, on recherche quand même assez régulièrement les produits locaux, les circuits courts, etc. Donc déjà vous dire qu'il y a des initiatives qui existaient déjà auparavant, et que l'année Capitale Verte, pour nous, ça a été l'occasion aussi de mettre en dynamique un peu tout ça, et de valoriser donc les initiatives existantes, et puis ce que les acteurs souhaitaient faire en plus. Donc on leur a proposé en fait de répondre à 2 défis. Donc il y en a un sur le commerce et le restaurant vert, et un sur tourisme durable, donc qui concerne plus particulièrement les hébergeurs professionnels.
L'objectif, c'était de leur proposer de répondre à 3 défis sur les 9 proposés et qui allaient sur différentes thématiques. Comme les transitions énergétiques, c'est assez large, du coup ça ne regroupe pas que le volet alimentation, mais voilà, on peut avoir sur le tri des déchets alimentaires, voilà, les diagnostics énergie, enfin essayer de réduire ses consommations énergétiques, se fournir en local, etc. On peut peut-être passer, là je prends par exemple la brochure commerce et restaurant vert. Donc on a un peu des focus sur l'achat local et responsable, l'alimentation responsable, proposer des menus diversifiés et végétariens, mettre en place le vrac, accepter les contenants. Et puis sur le défi tourisme durable, on a sensiblement les mêmes choses avec des choses un peu plus adaptées à l'hôtellerie, par exemple sur le zéro plastique, parce qu'il y a beaucoup plus de consommables en fait, mis à disposition de la clientèle. Donc on a des choses un peu plus spécifiques, mais globalement on est sur les mêmes questions. Donc nous, Métropole, en fait, notre rôle dans tout ça, c'est d'accompagner ces acteurs à mettre en place différentes actions. J'ai pas parlé aussi de la labellisation. Les labels éco-responsables aussi, c'est des choses qui sont très intéressantes et qu'on essaie de pousser, puisque c'est ça aussi qui permet au grand public de connaître en fait, les initiatives. Donc nous, Métropole, notre rôle, c'est d'écouter et d'accompagner en fait, ces acteurs dans la mise en place de toutes ces actions qui peuvent être pas forcément évidentes, parfois un peu coûteuses et chronophages, il faut le dire, selon les démarches quand on est pris dans le quotidien. Donc on a un vrai rôle en fait, d'accompagnement, alors ça va être de la mise en relation, ça va être des diagnostics sur la partie énergie, ça peut aller aussi jusqu'à des aides à l'investissement selon les problématiques. On a aussi des partenariats avec les acteurs locaux, par exemple avec le syndicat professionnel, donc l'UNI 38, l'Union des métiers, des industries de l'hôtellerie de l'Isère, que l'on soutient et qui ont eu le rôle cette année, pour la première fois, en fait, d'accompagner les hôteliers restaurateurs qui le souhaitaient à se lancer dans une démarche de labellisation clé verte. Ça, typiquement, c'est le genre de démarches qui sont très longs et chronophages en fait, pour des professionnels qui ont entre guillemets la tête dans le guidon au quotidien. Donc c'est des actions qui seront pérennisées, à voir sur quel autre label on peut ouvrir par la suite. C'est des travaux qui sont en cours. Mais l'intérêt du label Clé Verte, pour citer que lui, c'est que c'est un label européen qui est très connu et qui a l'avantage d'être commun à l'hôtellerie-restauration. J'en profite aussi pour vous citer une initiative des collègues du service déchets, dont j'ai une collègue qui est présente ici, par rapport au tri des déchets, puisque du coup la métropole en fait, a mis en place un système de stickers pour essayer de valoriser les restaurants, commerces, hôtels qui souhaitent soit proposer le remplissage des gourdes, soit accepter en fait, les contenants pour leurs utilisateurs. Donc c'est une initiative qui vient de se lancer. Donc l'idée c'est de pouvoir recenser les acteurs qui seraient favorables à se lancer là-dedans et puis qui puissent eux le signaler en fait, sur leur vitrine. L'idée étant plus tard de faire une petite cartographie. Voilà. Donc en résumé, on a pas mal de services à la métropole qui peuvent accompagner en fait, ces acteurs sur différentes typologies d'actions, en fait, que ce soit les économies d'énergie, les investissements, etc. Et donc pour donner un peu plus de visibilité à tout ça, on a aussi réalisé un guide en fait, contact, un guide de ressources en fait, des différentes personnes qui pourraient solliciter, donc qui est à disposition aussi sur la petite tablette. Voilà. Merci Justine. Est-ce que vous avez des questions pour la dernière intervenante? Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà vu les autocollants parce qu'ils viennent tout juste d'être imprimés, donc ils ne sont pas encore avec les lunettes dans les commerces évidemment. Mais vous allez bientôt les voir. Alors si vous n'avez pas de questions, il y a quelques intervenants qui ont déjà dû partir pour les obligations professionnelles, mais il en reste dans la salle, n'hésitez pas à aller les voir en individuel. Clara et moi, on est encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et sinon, on vous remercie tous pour votre attention et toutes vos questions très pertinentes. Merci beaucoup. Merci à vous.